Bonjour à tous, je m'appelle Noémie Silberg, j'ai 41 ans, 2 enfants, je suis veuve et je suis heureuse. Et oui, c'est possible. J'ai écrit un livre dans lequel je raconte la traversée de cette épreuve. J'explique que j'ai réussi à vivre après Marc grâce à mes ressources. Les ressources, c'est ce qui est en nous ou autour de nous et qui nous aide à surmonter une épreuve. S'identifier, se sentir moins seul, soutenu, compris, c'est ce qui fait du bien quand on traverse une épreuve. Les personnes que vous allez écouter raconter leur histoire, leur expérience, ont su puiser en elles les ressources grâce auxquelles elles ont réussi à rebondir, à aller mieux, à se réinventer. Elles nous confient leur kit de survie, leurs outils, leurs clés, toutes ces petites choses concrètes, pratiques, souvent évidentes, parfois cocasses, qui leur ont permis de se relever, de vaincre, de combattre et de surmonter ce putain d'obstacle. Alors inspirez-vous et trouvez vos propres ressources. Bonne écoute. Laurie Choleva présente les Césars, elle interviewe les plus grands acteurs au Festival de Cannes. C'est la journaliste française incontournable. Laurie est aussi une super maman de 2 enfants. Et si nous nous connaissons depuis bien longtemps, ce sont sans doute nos épreuves respectives qui nous ont permis de renouer. Si j'interviewe Laurie aujourd'hui, c'est parce qu'elle a voulu trouver du sens à son épreuve, le décès de son père d'un cancer fulgurant, en montant un spectacle, Les Voix de l'Espoir, où elle réunit chaque année à l'Olympia de nombreuses célébrités et reverse l'intégralité des bénéfices à la fondation de recherche Arcade, dédiée au cancer digestif. L'engagement qui suit un drame est une ressource qu'on retrouve au bout de la chaîne des ressources et qui fait beaucoup de bien. Il suffit pour s'en convaincre de regarder Laurie, elle est lumineuse. Merci Laurie de venir parler de ton engagement aujourd'hui. Merci à toi Noémie. Est-ce que tu peux nous raconter ton épreuve en commençant là où tu as envie et puis voilà, et nous parler de tes ressources? Oui, mon épreuve, elle a commencé à l'annonce de la maladie de mon père. J'avais 29 ans à l'époque, il en avait 54 et on a tout de suite su qu'il n'allait pas s'en sortir, qu'il avait un cancer très mauvais et très avancé et il est parti en 3 mois. Et j'avais pas d'enfant à l'époque, j'avais pas rencontré mon mari, donc c'était vraiment le drame de ma vie. Et puis surtout, on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. C'était ta première épreuve ? C'était ma première épreuve. Évidemment, comme plein de gens, j'ai perdu des grands-parents et voilà, des épreuves qui font du mal quand on est jeune. Mais là, oui, c'était vraiment une épreuve de vie, un drame pour moi à l'époque. Et pas vraiment de ressources immédiates pour sortir la tête de l'eau. Donc il y a eu plusieurs étapes. Oui, il y a vraiment eu plusieurs étapes. Déjà, il y a eu l'annonce de cette maladie et un peu cette course contre la montre où on sait que la personne va partir rapidement, donc il faut profiter, peut-être se racheter aussi de ce qu'on a mal fait. Et donc moi, j'ai tout de suite essayé de passer tout mon temps avec mon père. Avec lequel tu avais une relation très fusionnelle. Très fusionnelle, très proche. Mais en même temps, un parent, on a l'impression qu'il sera toujours là, qu'il peut tout accepter. Quand on fête son anniversaire, on préfère prendre des photos avec des copines qu'on ne voit plus 10 ans plus tard. Donc moi, j'ai commencé à paniquer. Je regardais mon téléphone, je me disais, mais j'ai pas de photos. Ah mais tiens, mais là, le dernier anniversaire, pourquoi j'ai pas fait de photo avec papa ? Bon voilà, des trucs un peu bêtes sur le moment, mais on essaye de se raccrocher à quelque chose. Et puis oui, donc cette course contre la montre qui s'est enclenchée, j'ai essayé d'être avec lui au maximum, de lui montrer tout mon amour, de l'accompagner, en fait, sans penser vraiment à ce qui allait se passer après. Mais c'est vrai que quand il est parti, le vide et tout ce que ça a impliqué dans ma famille de chamboulements et de fissures, fait que j'avais du mal. Je me levais le matin et j'avais du mal à voir un peu le bout du tunnel et quoi faire de cette douleur, en fait. Et dans un premier temps, donc tu t'es sentie t'effondrer ? Effondrée. Et tu t'es fait aider à ce moment-là ? Non, jamais. Moi, je suis dans une famille juive ashkénaze, un peu à l'ancienne. Ma mère, fille de déportée, très dure. À l'enterrement de mon père, il fallait être digne, pas trop montrer. Enfin, voilà. Donc, un peu contre les médicaments, les psychanalyses et autres. Et toujours, il faut avancer. Donc, non, je me suis pas vraiment fait aider. Je crois que j'ai quasiment...
pense que j'ai pris des trucs pour dormir les premières semaines et puis c'est tout. Donc c'est pour ça, ouais, peut-être que ça a été difficile. Et en même temps, c'était tellement douloureux que j'arrivais pas à en parler, même avec ma mère et mon frère. Je voulais pas du tout qu'on parle de mon père. Je voulais pas regarder les photos. Je voulais pas regarder de vidéos. Enfin, j'étais vraiment dans un truc. C'était pas un déni, mais c'était trop douloureux pour moi. Donc, j'ai essayé d'avancer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cette période, effectivement, je suis restée très longtemps avec quelqu'un, mais on s'est séparés juste avant le décès de mon père. J'avais 29 ans, donc c'est quand même un âge important pour nous, les femmes, de construction. Ouais. Et donc, en fait, je ne voyais pas vraiment quoi faire de ma vie. J'avais T'en pas étais d'enfant. où de ta carrière ? J'étais à l'époque sur Direct 8. Sur C8, je ne sais plus, parce que la chaîne a changé de nom, enfin bon. Mais j'étais donc sur Direct 8 et j'avais mes émissions. Enfin, la chaîne, ils ont tous été très, très irréprochables avec moi. J'ai pu mettre un peu les choses en stand-by et retrouver ma place après. Ensuite, très vite, j'ai été appelée pour aller sur France 2 à cette période. Donc, j'ai pensé sur le moment que ça me ferait du bien parce que ça me faisait un changement. Puis, j'en avais toujours rêvé d'aller sur une chaîne hertzienne. C'est un peu l'appel de la lumière. Bon, d'un côté, ce truc de se dire, maintenant, je vois qu'il va m'arriver quelque chose de positif ou de beau dans ma vie, je ne pourrais pas le partager avec mon père, il ne le verra pas. Je me disais toujours... vivre et partir comme ça pour faire des enfants, puis ne pas les voir se marier, ne pas voir ses petits-enfants. Enfin, je me disais, c'est quoi le sens de la vie, en fait, je ne comprenais pas. Et donc, je suis partie sur France 2. Je me suis dit que ça allait me faire du bien. Au final, France 2 n'a pas très bien marché. Donc, très vite, j'ai eu la double peine. Quand France 2 est arrivée, je l'ai pris un peu comme la lumière au bout du tunnel. Ouais. Je me suis dit, ça y est, j'ai perdu mon père, période vraiment de merde, mais il va se passer des choses. Bon, au final, France 2 n'a été que le prolongement. Il fallait que je tombe encore plus bas. Ouais, ça a été une déception. Ça a été très, très douloureux parce que je me suis retrouvée à devoir gérer le deuil de mon père et peut-être le deuil de ma carrière, puisqu'en fait, quand on va sur une chaîne comme ça, qu'on est surexposé... et que d'un seul coup, j'ai fait un prime qui n'a pas marché. Et c'était en plus le début des réseaux sociaux, donc on n'était pas du tout préparé à la déferlante de haine et de critiques qu'il pouvait y avoir. Et donc ça n'a pas marché. J'avais l'impression que je ne travaillerais plus jamais, que j'étais vraiment la paria de la télé. Et donc, je me suis retrouvée chez moi, entre quatre murs, à ressasser ma peine, à me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, enfin voilà, vraiment j'ai touché le fond. Après, comme je pense que je suis solide, j'ai pas complètement sombré, j'avais toujours des ressources finalement en moi, j'ai toujours déployé de l'énergie à faire des choses, mais c'est vrai que j'ai quand même eu 2-3 années très compliquées. Et tu sais ce qui a fait que t'as été mieux ? Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclic, une bascule ? Bon, déjà, moi, je pense que j'ai un caractère de battante. Donc, en fait, j'ai quand même besoin de toucher le fond pour remonter à la surface. Et puis surtout, il y avait ma mère, mon frère. Enfin, voilà, j'étais obligée quand même de me battre pour eux parce que sinon, on restait dans une spirale, dans ce trio comme ça, dépressif, à être un peu en huis clos, les trois, à être... Comment ils allaient, comment ils géraient ça ? Alors, ma mère, elle est quand même très forte, mais c'est vrai que mes parents, en fait, ils avaient une brasserie. Donc, très vite, on a dit avec mon frère, à ma mère, il faut que tu vendes la brasserie parce que tu vas pas t'en sortir et c'est trop difficile. Puis, comme on venait de vivre ce drame, on avait peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'elle y laisse sa santé. Donc, on lui a fait vendre la brasserie, ce qui n'était pas forcément la meilleure des choses parce qu'en fait, derrière, elle s'est retrouvée inoccupée, alors qu'elle aimait vraiment ce qu'elle faisait, elle aimait ses clients, c'est une femme qui avait besoin d'être active. Donc, oui, elle se reposait, mais au final, elle avait beaucoup plus de temps pour cogiter et pour retourner un peu en rond. Et donc, moi, je bossais plus trop. Mon frère, il se cherchait aussi à cette période et ma mère, elle bossait pas. Donc, en fait, on a très vite été dans une très mauvaise spirale de déprime. Moi, je me levais, je prenais mon petit déj, je me recouchais, enfin, tout ce qu'il faut pas faire. Et donc, assez rapidement, je me suis dit, il faut que je me bouge, en fait. Donc, voilà, j'ai entrepris plein de choses, je sais pas, mais des trucs même fous. Mes copines, à chaque fois, elles rigolent, mais j'ai une période, je faisais des tableaux, j'essayais d'extérioriser en faisant des choses, en écrivant, en peignant. Je n'ai aucun talent de peinture. Et ça faisait du bien. Des tableaux de collage, ça m'occupait, au moins, ça me permettait d'avancer, d'essayer de faire des choses, d'essayer de développer des projets en prod, puisque je produisais déjà, je commençais à produire aussi à l'époque. Je cumulais les
rendez-vous. Enfin voilà, j'ai essayé d'avancer comme je pouvais pour occuper mon esprit, pour essayer quand même de me bouger, de ne pas rester dans cet appartement sur un canapé à rien faire et pour me remettre en selle en fait. Et tes amis t'ont beaucoup entourée pendant cette période-là? Quand on vit un drame, on fait le tri. C'est maintenant que je vais apprendre ça. Donc, oui, franchement, à la fois, j'ai été très bien entourée et à la fois pas assez. Après, est-ce qu'on est assez entouré quand on vit un drame? Je pense qu'on l'est jamais vraiment assez parce que personne ne peut prendre notre douleur et qu'en fait, j'ai réalisé ça après coup. Au début, j'en voulais assez facilement à la terre entière parce qu'en fait, c'est très compliqué de se rendre compte que la vie continue et que nous, tout s'est arrêté. Donc, on n'a plus du tout le même rapport au temps. Moi, mon père, il est parti début juin. Donc, en fait, très vite, au début, on est entouré. Puis après, les gens, ils partent faire leur été. Et c'est plus important que tout. Et c'est normal. Mais nous, en fait, on passe l'été le pire de notre vie et avec le cerveau qui est jamais en paix. Donc, j'avais du mal à pardonner, à me dire non mais un tel, elle m'a pas appelé depuis une semaine. Enfin voilà, on est très dans ça. Puis après on mûrit forcément et puis on réalise que un drame, nous on a l'impression que la vie s'arrête, mais en fait ce n'est qu'un drame et beaucoup de gens vivent des drames et il faut savoir faire avec ça et pas en vouloir en fait, être beaucoup plus tolérante. Moi ça m'a appris à être beaucoup plus tolérante et chacun fait ce qu'il peut en fait. Et surtout aujourd'hui, maintenant que je suis maman, parce que j'avais aussi beaucoup d'amis qui étaient déjà parents à l'époque et en fait maintenant je comprends que parfois on aimerait faire beaucoup plus pour les autres et on n'y arrive pas mais moi j'avais pas cette maturité parce que j'avais pas encore mes enfants. Et qu'est-ce qui t'a fait du bien finalement? Qu'est-ce qui t'a fait rebondir? C'était quoi ce ressort, ce coup de pied qui t'a permis de remonter à la surface? Alors déjà, ce qui m'a fait du bien, c'est d'entreprendre ce concert que je fais donc maintenant depuis 11 ans qui s'appelle Leur Voix pour l'Espoir. Ce qui m'a fait du bien, donc, c'est de trouver un moyen d'essayer de faire bouger un peu les choses et de trouver du positif dans le départ de mon père. Donc voilà, ça m'a occupée. Et puis franchement, le boulot est reparti. J'ai eu des projets, j'ai fait de la radio, j'ai eu d'autres émissions. Ça n'a pas été évident, mais voilà, ça a commencé à reprendre. Et ça sauve. En fait, je pense que d'avoir l'esprit occupé, d'être vraiment dans la vie active. Et d'avoir des objectifs. Et d'avoir des objectifs, bien sûr, et des buts. Ça aide. Et puis ensuite, quelques années plus tard, j'ai rencontré mon mari. Et là, évidemment, forcément, ça aide encore plus. Et alors, comment est-ce que justement tu as l'idée de monter ce spectacle? En plus, tu dis que tu n'étais pas encore au top de ta carrière. Comment est-ce que tu rencontres cette association? Raconte un peu comment ça s'est fait. Alors, la Fondation Arcade, en fait, je les ai connus parce que l'un des médecins, le docteur Bachet, qui a suivi mon père, avec qui j'ai noué une relation très forte de confiance et d'affection, fait partie, depuis d'ailleurs le décès de mon père, de la Fondation Arcade, donc il m'en a très vite parlé. Et moi, je lui ai dit, voilà, moi, la seule chose que je sais faire, c'est monter des événements, produire des événements. À l'époque, j'avais animé beaucoup d'émissions musicales, donc j'avais quand même un gros réseau de chanteurs. Et j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? À mon niveau, je peux faire un grand concert pour sensibiliser les gens, pour essayer de faire parler déjà de la Fondation Arcade, de ce cancer, parce que c'est vrai que c'est un cancer méconnu. Ouais. Les gens ne connaissent pas le cancer du pancréas. Moi-même, je ne connaissais pas. Quand j'ai appelé ma mère et que je lui ai dit, c'est une tumeur au pancréas, elle m'a dit, oh là là, mon Dieu, il est foutu. Elle savait. Elle savait, parce qu'on est une famille de médecins. Mon oncle était médecin, mais moi, c'est vrai que je connaissais pas le cancer du pancréas. Donc voilà, donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, animatrice télé, productrice, c'est faire un concert. C'est ça, je sais le faire. Ça, on était 3 ans après? J'étais 3 ans après la mort de mon père. Et donc, je suis allée voir un producteur de spectacle que je connaissais bien, qui s'appelle Sam Smadja, et je lui ai dit, voilà, j'ai envie de monter un grand concert à l'Olympia. Il m'a dit, ok, je te suis. Tout de suite à l'Olympia? Ouais, tout de suite, tout de suite, parce que je me suis dit, les chanteurs, ils vont venir bénévolement. Ouais. Il faut que ce soit quelque chose qui leur fasse plaisir. Il faut qu'ils aient plaisir à chanter dans une salle, et puis il faut qu'il y ait une salle qui ait une âme. Et en plus, j'ai eu la chance de travailler donc, pour le groupe Bolloré et la salle de l'Olympia. Les premières années, d'ailleurs, non, parce qu'ils n'étaient pas encore Vivendi. Mais en tout cas, il m'a aidé à prendre cette salle dès le départ. Et donc, les premières années, je crois qu'on a payé l'Olympia, je ne me rappelle plus. Et puis ensuite, finalement, comme c'était le groupe Vivendi, ils me mettent la salle à disposition. Ça permet de pouvoir faire ce concert quand même qui coûte déjà très cher, même avec ça. Mais ça me permet d'économiser le coût de la salle. Mais oui, donc voilà. Donc, je suis allée voir ce producteur. Il m'a dit, allez, ok, on le fait.
il savait faire ça aussi. Et donc, on a appelé les potes. Et donc, dès la première année, on a réussi à faire quand même un très bel événement avec de grosses stars. Je ne me rappelle plus de la programmation, mais je pense qu'on avait déjà du Christophe Maé, du Patrick Brel. Enfin, franchement, très vite, on a des artistes qui nous ont suivis et qui ont permis de faire que cet événement s'inscrive tout de suite dans vraiment les événements importants de l'année. Parce qu'il y a beaucoup d'événements caritatifs, il faut arriver à se démarquer. Et je me suis dit, pour me démarquer, il faut faire quelque chose qui soit de qualité. Et donc ça continue, tous les ans, tu t'en occupes toute seule, c'est toi qui drive tout? Oui, je m'en occupe. Alors bon, maintenant, j'ai de la chance d'avoir des bénévoles depuis la première année qui m'aident, des amis du métier qui m'ont tout de suite proposé leur aide et qui sont hyper fidèles. Et franchement, ça, c'est chouette. Parfois, on peut ne pas s'appeler vraiment pendant l'année, mais à chaque fois qu'ils voient que je commence à balancer la date, tout de suite, j'ai des messages, je suis présent, tu peux compter sur moi. Donc voilà, ça fait chaud au cœur. J'ai mon associé avec qui je bosse et je produis, qui coproduit cet événement avec moi, qui lui-même a perdu sa maman d'un cancer du pancréas. D'accord. Mais quelques années après avoir commencé à m'aider. Donc, bon, parfois, voilà, la vie, elle nous rapproche et rien n'est fait au hasard. Mais donc, c'est un peu fou. Et voilà, on monte ça ensemble. Ouais, franchement, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, mais bon, on sait qu'on le fait pour la bonne cause. Chaque année, c'est difficile. Et chaque année, le soir même, on se dit, bon, OK, allez, tout reprend son sens. Et ça nous donne la force de repartir pour un an. Et tout le monde, les artistes que tu sollicites et qui n'ont pas forcément un lien avec la maladie, ils sont hyper partants. Et j'imagine que tu as des récurrents et des nouveaux. Exactement. Chaque année. On a un peu la famille Leur Voix pour l'Espoir. On a ceux qui viennent dès qu'ils peuvent. Parce qu'après, nous, on book une date un an à l'avance. Ouais. Et faut que le calendrier matche avec celui des artistes. Mais on a ceux qui viennent chaque année. Julie Zenati, je crois qu'elle est venue quasiment tout le temps. Patrick Bruel, très souvent. Enfin, voilà, on en a vraiment des très, très fidèles. Amir, Slimane. Et puis, on a des nouveaux. Et puis, on essaye aussi de se renouveler pour la salle, en fait. Comme on a vraiment un public de cet événement qui vient chaque année, peu importe le casting. Ouais. Ben, je dirais qu'il faut aussi proposer des choses différentes. Donc, en même temps, il faut prendre les copains, il faut prendre la famille. Ça te prend combien de temps d'organiser tout ça ? Je ne saurais pas dire parce que ça me prend du temps, mais ça me prend beaucoup de temps les derniers mois avant l'Olympia. Tu vois, j'arrive un peu à le mettre de côté aussi parce que sinon, parfois, je deviens folle aussi. Non, mais parce que c'est quelque chose c'est quand même un événement qui rouvre constamment la plaie. Ouais. Parce que... oui, tu le ressens comme ça. Oui, parce que déjà, on est quand même proche de gens qui sont touchés par la maladie, qui ont envie de se confier à nous parce qu'ils ont l'impression que peut-être on va les sauver, ou en tout cas, c'est vrai que ça représente quelque chose. Il y a une idéologie quand même assez forte autour de ce que représente cet événement. Donc oui, on a beaucoup de témoignages et on prend. Et généralement, toute la période concentrée autour de cette soirée, elle est forte en émotions. Puis parfois, on apprend... moi, il y a toujours des intervenants qui viennent sur scène. Enfin, je parle beaucoup avec les médecins, donc parfois, je sais qu'un tel ou un tel n'est plus là. Enfin, donc voilà, donc c'est toujours une période qui est quand même très chargée. Toujours un moment où il faut que j'atterrisse derrière. Ouais. Toujours quelques semaines où je ne veux plus entendre parler de Leur Voix pour l'Espoir. Où c'est vraiment genre, bon, allez, on en reparlera plus tard. Et après, oui, on repart. Mais ça fait du bien d'aider les autres. Ça fait du bien. Chaque année, quand la musique démarre, que je vois cet Olympia plein à craquer, et je me dis, mais ça, c'est parce que mon père, il est mort. Ça me procure une émotion de dingue et en même temps une fierté, je suis reconnaissante et puis je me dis au moins je fais ça, je lui rends hommage, je célèbre sa mémoire de la meilleure façon qui soit. Et ça pourra aider des gens. Et ça pourra aider des gens et il aurait voulu ça. Ouais. Et je me dis ça lui correspond parce que lui qui était tellement, évidemment c'est mon père, mais bon, il se trouve que c'est vrai, mais lui qui était tellement gentil et tellement humain. La brasserie, on appelait ça la maison du bonheur, c'est pas pour rien. Je me dis oui, il aurait franchement aimé que son départ serve à quelque chose. Tu racontes, tu dis toujours un petit mot Oui, je dis toujours un petit mot. Après, maintenant que ça fait 11 ans, je ne veux pas saouler et je ne veux pas ramener... Je veux que cet événement, il soit au-delà de mon drame à moi et du départ de mon père. Il y a des années, j'en ai même pas fait allusion. Ou moi, je sais, mais voilà. Là, cette année, j'ai redit un petit truc. En fait, ça dépend un peu. Puis il y a des dates plus symboliques que d'autres, des moments, une sensibilité. Enfin, voilà, ça dépend un peu de mon état d'esprit. Mais parfois aussi, l'année dernière, j'ai dédié la soirée à Daniel Lévy. Donc, j'ai plus pensé à Daniel Lévy. Cette année, j'ai pensé aussi à la maman
de quelqu'un qui m'est cher, qui est parti d'un cancer du pancréas. Donc, ça dépend des fois. Et je t'ai entendu dire que tu avais l'impression d'être devenue adulte quand ton père est décédé. Oui, parce que forcément, en fait, ce que je disais, c'est que oui, on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Et en fait, quand on est confronté à un drame, on perd un peu toutes ces illusions. Enfin voilà, tant qu'on n'a pas vécu ça, la vie nous semble très belle et très facile. Et c'est vrai qu'un drame, ça fait grandir, bien sûr. Ça fait grandir. J'ai pris conscience de la fragilité de la vie, de la beauté de la vie aussi, de savourer nos petits bonheurs quotidiens et d'arriver à s'en rendre compte. C'est dur de se rendre compte qu'on a tout finalement et qu'il faut arrêter de se plaindre. Et même quand on a vécu un drame, parfois on repart dans ces futilités ou... Même moi, parfois, je me prends la tête pour des trucs et je me dis, mais t'as pas le droit parce que tu sais que... Mais bon, il se trouve que c'est ça aussi, la beauté de la vie, c'est de nous faire oublier la gravité des choses. Mais d'un autre côté, je me suis sentie adulte après ce décès. Et aujourd'hui, tu dirais que ça t'a donné de la force Ah oui. Franchement, oui, bien sûr, déjà, ça te donne une force que tu soupçonnes pas avoir, parce que sur le moment, bien sûr, tu dis, attends, je vais jamais m'en remettre. J'ai retrouvé un cahier que j'écrivais quand mon père était à l'hôpital, où je disais que j'allais jamais me relever de ça, parce que c'est vrai que voilà, c'est 54 ans, ça reste quand même très jeune pour partir. Donc oui, déjà, ça te montre que tu as de la force en toi, ça te montre que tu as les ressources pour affronter des choses comme ça. Et évidemment, ça endurcit, ça apprend plein de choses, ça fait mûrir sur plein de choses. Et t'es pas la même personne, il y a toujours un avant-après. Tu leur en parles à tes enfants ? Eh bien, pas tellement. Je sais pas comment le faire. Et c'est vrai que j'ai peur de le faire, j'ai envie de les préserver de la mort, Moi, j'ai terriblement peur de la mort et de la maladie. Ça m'a fait devenir en plus un peu hypocondriaque. Je n'étais pas du tout avant. Mais... Moi aussi, mais il paraît que c'est normal. Voilà. Et en fait, tu sais que ça arrive. Donc, voilà, tu sais que j'ai un petit peu mal au ventre peut se transformer en ta vie va basculer. Donc, j'ai du mal à en parler avec eux. Parfois, je dis, Papy Patrick, bon, voilà. Mais bon, ils ont 3 et 5 ans aujourd'hui. Donc, ils sont encore petits. Mais je pense qu'il va falloir à un moment donné commencer les photos et tout ça, les souvenirs. Ah, si, ma fille, je lui chante la chanson de Papy Patrick avant de s'endormir, mais j'en parle pas trop. Je sais pas comment aborder. Je suis pas très à l'aise avec aborder ces thèmes-là. Et en fait, j'ai tellement envie de les préserver, de les laisser dans leur petit cocon le plus longtemps possible. Comme c'est pas arrivé, ils étaient pas là en fait quand c'est arrivé. Ils m'ont pas vu mal. J'ai pas eu en fait à raconter des choses. Donc j'arrive à. Oui, et puis ils ont grandi sans à occulter ça. Voilà, c'est ça. On passe au questionnaire ressources. Est-ce que tu as un lieu sûr, un lieu qui peut être réel ou imaginaire, qui t'apporte de la sérénité et du calme ? Je dirais que c'est la Corse. En fait, je crois que ça fait 12 ans maintenant. Donc, j'ai découvert ce lieu après la mort de mon père, mais très rapidement après la mort de mon père. Et en fait, c'est vraiment l'endroit où je me sens bien. C'est-à-dire que j'atterris, je prends la voiture, je regarde à droite, je regarde à gauche et je suis ressourcée. Et c'est à Calvi, en Corse. Et c'est vraiment mon endroit préféré où je me sens bien, où je me sens sereine. Et tu y vas régulièrement ? Et j'y vais tout le temps. Est-ce que tu as un mantra ? C'est pas très original, mais peut-être Carpe Diem serait un peu mon mantra. Après, si, Carpe Diem d'ailleurs. T'as un objet qui te donne de la force, un souvenir Depuis que je suis devenue mère, j'ai tous les petits gris-gris de mes enfants, le porte-clés qu'on m'a donné à l'école pour la fête des mères, les photos, enfin voilà, tout ce qui touche à mes enfants. J'ai toujours des petits bijoux avec leurs initiales. Enfin,
Voilà. Tout ce qui touche à mes enfants, c'est vraiment ce qui me donne de la force. Si je pars une semaine loin de chez moi, je vais prendre un doudou, une petite figurine. Enfin, j'ai besoin d'avoir des trucs de mes enfants. Et dans mon portefeuille, j'ai aussi quelque chose qui appartenait à mon père, une frange de son talit. Que tu gardes toujours sur toi. C'est un objet religieux, oui. Est-ce que tu as une référence culturelle, ressource? Un film peut-être? Un livre? Un personnage? Référence culturelle, ressource. On n'est pas obligé, on peut passer à la question suivante. Bah, ça va me venir, je pense, tout à l'heure, quand je partirai. Toujours pareil. Alors tu me diras, est-ce que tu as fait une rencontre marquante qui est liée au décès de ton papa? Ah oui, j'ai rencontré le professeur Hamel, qui fait partie de la Fondation Arcade, de qui je suis devenue très très proche, qui est vraiment quelqu'un que j'admire au plus haut point, qui est un homme remarquable. D'ailleurs, c'est vers lui que j'envoie malheureusement toutes les personnes qui me contactent parce qu'elles ont un cancer du pancréas. Et moi, il y a quelques années, après la naissance de ma fille, on m'a trouvé une tumeur à l'estomac, non cancéreuse finalement. Mais elle avait 6 mois et franchement, je me suis dit, bon, bah voilà, allez, c'est mon tour. Tu sais, ce truc que tu l'attends un peu au fond de toi, tu dis, bon, bah, voilà, ça y est, c'est moi. Et c'était, je me rappelle toujours, c'était un samedi, j'étais avec mon mari, je suis partie faire l'examen, puis ils m'ont dit, bon, bah voilà, il faut que vous appeliez votre médecin, vous avez une grosse tumeur à l'estomac. Bon, évidemment, tu penses toujours tout de suite au pire quand tu as vécu ça. Et donc, je l'ai appelé, et donc, lui est en week-end, et il m'a dit, non, mais viens tout de suite à la maison. Il m'a reçu chez lui, il était avec sa femme, ses enfants, il a pris mes examens. 2 jours plus tard, il est venu à l'improviste à la maison pour m'annoncer, enfin voilà, pour me dire que ça allait pas être grave et pour me rassurer. Enfin voilà, on est très, très, très liés. Et j'ai une admiration de dingue. C'est un médecin qui lui aussi d'ailleurs a frôlé la mort, qui lui aussi a eu un cancer stade 4 et qui s'en est sorti. Ah ouais. Enfin, c'est vraiment un destin de vie. Et puis ça fait maintenant 11 ans qu'on évolue côte à côte. On ne se voit pas tout le temps. On se fait toujours notre dîner traditionnel avant justement mon événement à l'Olympia. On se parle, on échange, mais c'est quelqu'un que j'aime énormément. Est-ce que tu as eu une scène un peu tragicomique liée à ce décès qui te revient? Il y a souvent parfois c'est des sûr, bien sûr. très... Ouais, c'est sûr. Pas cocasse le mot, mais voilà. Ouais, bien sûr. Et il faut, c'est ce qui nous ramène à la vie aussi. Mais... ou un fou rire, c'est sûr que j'en ai, et je suis la première à faire de l'humour noir et à essayer de rire des pires situations. Là, ça ne me vient pas, mais je vais réfléchir. Est-ce que tu as reçu des messages qui ont été complètement décalés, collector, ou au contraire des messages très beaux dont tu te souviennes particulièrement? Je me souviens, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a plein de choses qui m'énervaient, plein de maladresses qui m'énervaient. Moi, je ne suis pas du tout croyante. C'est-à-dire que vraiment, je ne crois pas en Dieu. Enfin, voilà... je suis très attachée à ma religion, mais pour mon histoire, mais pour la tradition. Mais en fait, je ne suis pas croyante. Donc, c'est vrai que je me rappelle à l'enterrement, j'en pouvais plus quand on me disait il te regarde, il est là. Tu vois, ce genre de truc. Où moi, je me disais, ouais, enfin bon, on est en train quand même de le mettre dans la terre et il est plus là. Et en fait, moi, je voyais que le vide. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais aimé être beaucoup plus croyante et beaucoup plus spirituelle à ce moment-là de ma vie, parce que je pense que effectivement, ça aide, et ça aide à trouver un sens, et puis ça aide à surmonter. Mais moi, je n'étais pas, donc j'avais vachement de mal avec ce genre de message. Mais oui, en fait, quand on est dans la douleur, je pense qu'on peut vite prendre... Soit on s'en fout, soit on peut vite prendre mal les maladresses des gens qui ne savent pas quoi dire. Et donc moi, depuis que j'ai perdu mon père, à chaque fois que je dois envoyer un message de condoléances, je dis toujours « je sais », il n'y a pas de mots. C'est vraiment mon truc, parce que oui, il n'y a pas de mots. De toute façon, personne ne va pouvoir nous apaiser avec un SMS, en fait. Bien sûr. Et c'est juste un témoignage de solidarité, et déjà, ça fait du bien. Et donc, ça a influé sur toi, ce que tu peux dire aux autres, maintenant, évidemment. Je fais gaffe, parce que je sais que quand on est dans la douleur, c'est compliqué de recevoir les mots justes. Ouais. Et en même temps, quand des gens l'avaient... Moi, ça m'aidait d'avoir des gens qui l'avaient déjà vécu, qui étaient déjà passés. J'avais l'impression de me sentir moins seule.
ceux qui n'avaient pas vécu ce genre de douleur, je savais qu'ils comprenaient pas au fond. Ouais, mais donc c'est une ressource qui revient très régulièrement dans ce podcast. Et c'est vrai que l'identification, quand tu sais que quelqu'un est passé déjà par là, ça fait du bien. Ça m'étonne pas parce qu'effectivement, tu sais que tu te sens moins seule. Et après, ce qui est compliqué aussi dans le drame, c'est qu'il y a des gens qui... en fait, c'est chacun et son histoire. En fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas un type de douleur comme il n'y a pas un type de relation père-fille. Enfin voilà, moi j'avais une relation particulière avec mon père qui fait que moi j'ai ressenti cette douleur-là. Et je pense qu'il y avait des gens aussi autour de moi qui n'avaient pas eu la chance d'avoir ce genre de relation et qui, je sentais qu'ils ne me comprenaient pas. Ou si, typiquement les maladresses, oui, moi aussi j'ai perdu mon arrière-grand-mère, mon chien, mon chat, voilà. Je crois que j'ai eu, moi il y a 2 jours j'ai perdu mon chien, alors que toi tu es en train d'enterrer ton père de 54 ans. Où effectivement à l'époque, et je le comprenais pas et j'étais vachement dans le jugement, et aujourd'hui je le comprends, d'autant que j'ai ma mère et que je vois ma mère vieillir et que pour moi un parent n'a finalement jamais d'âge. À l'époque je me disais attends mais ça va, il a perdu sa mère mais elle avait 80 ans et aujourd'hui je me dis en fait il n'y a pas d'âge, la peine de la perte d'un parent elle est là tout le temps là, mais c'est vrai que moi il avait 54 ans. Donc quand d'autres personnes comparaient avec des parents qui étaient décédés très âgés, ça me faisait mal aussi, je le comprenais pas. Parce que je me disais, mais moi, en fait, il a rien vu, mon père. Comment est-ce que tu compléterais cette phrase ? Tu dirais que les drames rendent... Oh, plus fort, ça c'est sûr. De toute façon, ce qui ne tue pas rend plus fort. Absolument. Alors finalement, quel est l'outil que tu voudrais verser aujourd'hui, la ressource, dans notre boîte imaginaire ? De l'amour. Je crois qu'il n'y a que ça qui peuvent nous aider à surmonter les drames. L'amour de nos proches et puis l'amour que nous, on porte aux proches qui font qu'on trouve la force nécessaire pour surmonter. Donc franchement, je pense que vraiment, c'est l'amour. Et enfin, est-ce que tu as une chanson qui te ressource ? Alors, moi, je chante... Hey Jude à ma fille parce que c'était l'une des chansons préférées de mon père, des Beatles. Je ne sais pas si c'est la chanson qui me ressource, mais ça me fait du bien en tout cas de transmettre à mes enfants. On parlait tout à l'heure, est-ce que je parle de mon père ? J'en parle pas vraiment, mais de façon comme ça. Tu transmets certaines choses. Exactement. Ouais. Comme cette chanson. Exactement. Et alors, donc voilà. Alors on l'écoute. Merci beaucoup Laurie. Merci. Avec plaisir, merci à toi.